Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage exclusif. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monstre, un événement monumental qui s'apprête à subir, littéralement, la plus grande transformation de toute son histoire. On parle bien sûr de la Coupe du Monde 2026. Co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, cette édition, ce n'est pas juste une immense fête du foot, c'est un véritable casse-tête. Logistique, athlétique, statistique, tout y passe. Et pour ceux d'entre nous qui aiment décortiquer les rouages d'un événement mondial, et surtout qui comptent investir intelligemment sur ces rencontres, eh bien accrochez-vous, parce que les réformes qui arrivent changent absolument toutes les règles du jeu. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. 104. Oui, 104, c'est le nouveau nombre magique, le total de matchs pour cette compétition. Pour vous donner un ordre d'idée, au Qatar, lors de la dernière édition, on était sur 64 matchs. C'est une augmentation hallucinante de 37,5%. Et cette simple petite donnée mathématique, eh bien, elle redéfinit absolument tout. L'usure des joueurs, la complexité pour faire de bons pronostics et même, évidemment, la valeur astronomique des droits télévisés. Alors, voici notre plan d'attaque pour y voir plus clair. On va commencer par la révolution structurelle inédite, ensuite on abordera la fameuse controverse des pauses, on regardera les favoris selon l'intelligence artificielle, on fera un point sur la course aux souliers d'or et on terminera sur les stratégies concrètes de paris sportifs. Parce que, soyons clairs, comprendre ce chaos logistique en premier lieu, c'est la base absolue pour formuler une stratégie gagnante ensuite. Première étape de notre décryptage, la révolution structurelle et l'élargissement de la scène mondiale. Commençons par l'architecture même du tournoi, car tout ce qu'on connaissait a été balayé et réécrit pour s'adapter à cette nouvelle échelle continentale à 3 pays hôtes. Historiquement, disons de 1998 à 2022, on avait nos 32 équipes bien installées. Fini. Désormais, on passe à 48 sélections nationales. Concrètement, au lieu de nos 8 poules traditionnelles, on va se retrouver avec 12 groupes de 4 équipes. 12. Et la conséquence directe de cet élargissement massif, c'est l'apparition d'une toute nouvelle phase à élimination directe, les 16e de finale. Ça veut dire que les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs 3e vont devoir s'y affronter. Du coup, la route vers la gloire s'allonge considérablement. Pour espérer soulever le trophée à New York, le futur champion du monde va devoir survivre non plus à 7, mais à 8 matchs. 8 rencontres réparties sur 39 jours exténuants, avec des vols interminables à travers les multiples fuseaux horaires nord-américains. Donc l'endurance, la profondeur du banc et la capacité à faire tourner intelligemment un effectif de 26 joueurs, ce sera littéralement la clé de voûte de cette édition. Et justement, la question de l'endurance physique nous amène directement à notre deuxième point, la controverse des pauses et le fameux débat des 3 minutes. C'est la règle inédite qui fait énormément de bruit, l'introduction d'une pause standardisée de 3 minutes en plein milieu de chaque mi-temps. Forcément, de nombreux puristes du football hurlent au scandale. Leur argument principal, c'est que cette manœuvre serait une façon déguisée de diviser le jeu en quart-temps au profit exclusif des diffuseurs. Ça casserait le rythme continu, l'essence même de la tactique du foot, pour en faire une sorte d'américanisation du sport. Bref, une fenêtre de tir parfaite et ultra lucrative pour caser des blocs publicitaires pile au moment où les droits télé explosent. Mais bon, pour rester tout à fait neutre, regardons aussi la justification de la FIFA. Sur le plan physiologique, ces pauses ne sortent pas de nulle part. Elles font suite aux alertes de plusieurs entraîneurs concernant la santé des joueurs dans des conditions parfois extrêmes. En imposant cette pause fixe, que le stade soit climatisé ou non, l'idée officielle, c'est de standardiser la récupération cardiovasculaire pour tout le monde. L'objectif est d'éviter les risques graves liés à la déshydratation fulgurante après un effort à très haute intensité. Alors, protection médicale indispensable ou aubaine commerciale? Le débat reste grand ouvert. Passons maintenant à notre troisième partie, les favoris selon l'IA et les prédictions du fameux superordinateur. Parce que face à un format aussi éreintant, qui a vraiment les armes pour survivre? C'est là que l'algorithme d'Opta entre en jeu. Et l'algorithme est catégorique. Il voit une vraie domination européenne. En tête, on a l'Espagne, avec 16,1% de chances de victoire finale. Pourquoi? Grâce à leur maîtrise technique exceptionnelle et des pépites incroyables comme Lamine Yamal. Juste derrière, la France à 12,0%. Là, c'est la densité athlétique majeure et cette expérience inestimable des grands tournois qui parlent. Et sur la troisième marche, l'Angleterre à 11,0%, portée par une génération dorée qui trouve enfin un cadre tactique hyper rigoureux avec Thomas Tuchel. Voilà le trio de tête, les 3 monstres froids du tournoi. Évidemment, impossible d'ignorer les tenants du titre. L'Argentine arrive 4e dans ses projections avec 10,09%.
C'est un peu plus bas que nos Européens et ça s'explique mathématiquement. Les modèles statistiques voient un gros facteur de risque, un effectif qui vieillit. Demandez à une légende comme Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans pendant la compétition, d'enchaîner potentiellement 8 matchs à très haute intensité, l'algorithme considère que c'est une sacrée inconnue physique et donc un risque majeur. Ce qui fait une transition parfaite pour notre 4e point, la course aux souliers d'or. Dans un format XXL de 104 matchs, marquer beaucoup de buts dépend intimement d'une chose toute simple, la capacité de votre équipe à survivre longtemps dans le tournoi. Si on regarde les favoris du consensus, Kylian Mbappé et Harry Kane dominent les débats. C'est logique, au-delà de leur talent pur, ils jouent dans des équipes programmées pour aller jusqu'au bout, et détail vital, ce sont les tireurs de pénaltys attitrés. À l'opposé, prenez un phénomène comme Erling Haaland. Sa cote est très belle, autour de 7,50, mais attention au piège. La Norvège est tombée dans un groupe extrêmement complexe. S'il ne joue que 3 ou 4 matchs avant de rentrer à la maison, ses chances de finir meilleur buteur s'effondrent face à des joueurs qui en disputeront 7 ou 8. Mais alors, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette cote ahurissante de 14,0 pour Vinicius Junior. Pour les analystes, on a affaire à une vraie anomalie, une opportunité d'arbitrage mathématique massive. Obtenir une cote presque 3 fois supérieure à celle des favoris pour le finisseur vedette d'une équipe comme le Brésil, qui a potentiellement la carrure d'un finaliste, c'est clairement hors norme sur ce marché. Et c'est là qu'on touche à la vraie philosophie analytique moderne. D'un côté, on a ce qu'on appelle le pari paresseux. C'est quand on se laisse guider par l'émotion et l'évidence en misant sur le grand favori, même si la cote est minuscule. De l'autre côté, l'approche clinique, le fameux value bet. Le but, ce n'est pas d'avoir une certitude absolue sur l'avenir, mais de repérer les moments où la probabilité réelle d'un événement est bien meilleure que ce que la cote suggère. C'est ça, le secret d'un investissement intelligent sur le long terme. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, les stratégies concrètes de paris sportifs. Le manuel du parieur. Si on veut transformer toutes ces belles analyses en vrais gains, il va falloir une discipline de fer pour naviguer à travers le volume étourdissant de ces 104 rencontres. Le point absolument crucial, c'est la rigueur financière. Votre bankroll, c'est-à-dire votre budget de départ, doit être sacré. La règle d'or, on ne mise jamais plus de 1 à 2% de ce capital sur un seul pari. Et on ne dépasse grand maximum jamais les 5%. Ça vous protège mathématiquement contre les mauvaises séries parce qu'elles arriveront inévitablement. Engagez-vous uniquement sur des value bets, oubliez les combinés à rallonge en vous limitant à 3 sélections maximum. Dans un tournoi aussi dense, la discipline est votre seul véritable bouclier. Et cette discipline, elle vaut aussi pour les outils qu'on utilise. Un professionnel ne reste jamais coincé sur une seule application. Les données nous montrent qu'il est super malin d'utiliser Winamax pour préparer ses paris à long terme avant le tournoi, car leurs marges sont souvent les plus basses du marché. Par contre, pour réagir en direct pendant les matchs, qui, je le rappelle, se joueront souvent tard dans la nuit à cause de l'Amérique du Nord, on va plutôt privilégier une plateforme comme BetClick, tout simplement parce que leur appli mobile est hyper stable et leur système de retraite très rapide. C'est stratégique de A à Z. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment allez-vous exploiter toutes ces données ? On l'a vu, avec cet élargissement historique à 48 équipes, les nouvelles contraintes physiques et les projections froides de l'intelligence artificielle, la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un immense jeu d'échecs. Les modèles statistiques nous montrent la voie, mais au final, c'est votre propre rationalité et votre esprit d'analyse qui feront la différence. C'est tout pour ce décryptage approfondi. Il est temps de plonger dans les statistiques, d'affûter vos stratégies et de vous préparer pour cette révolution tactique et mathématique absolue. À vous de jouer.